18h24, on se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Gauthier Lebret nous a rejoint. Bonsoir Gauthier, on va parler un peu de politique puisque vous êtes là. François Coq est là aussi, Laetitia Guinan, Louis Dragnel, Éric Nolot. Un sondage Odoxa pour Public Sénat qui donne pour le premier tour de la présidentielle Jordan Bardella en tête à 32%, suivi d'Édouard Philippe 17%. Et le numéro 3, c'est Jean-Luc Mélenchon, 16%. Un des candidats les plus solides pour cette présidentielle, c'est Jean-Luc Mélenchon. Alors, il est très intéressant, effectivement, ce sondage pour Public Sénat. Premier renseignement, c'est l'effondrement d'Édouard Philippe, tant au premier tour où il est seulement deuxième, un point devant Jean-Luc Mélenchon, et le second tour où il se fait battre par Jordan Bardella. Donc c'est un très très mauvais sondage pour le maire du Havre, qui est actuellement d'ailleurs en visite en Ukraine, qui est devenu un passage obligé visiblement pour les candidats déclarés à l'élection présidentielle, puisque la semaine dernière c'était Bruno Retailleau. Et donc Édouard Philippe, il perd son premier argument face à Gabriel Attal dans la course à qui représentera le centre si on ne veut pas plusieurs candidats. Son argument, c'était de dire « je suis le seul en capacité de battre le Rassemblement national au second tour ». Cet argument tombe. Donc je peux vous dire qu'on sable le champagne dans les équipes de Gabriel Attal à la vision de ce sondage. Et d'ailleurs, c'est étonnant maintenant de faire des sondages sans Gabriel Attal, parce qu'il y a quand même un scénario qui existe où Gabriel Attal ne se retire pas pour Édouard Philippe et où Édouard Philippe ne se retire pas pour Gabriel Attal, surtout si les sondages ne sont pas bons pour le premier d'entre eux. Le deuxième, effectivement, enseignement, c'est donc la montée en puissance de Jean-Luc Mélenchon à 1 an de la présidentielle. C'est-à-dire que normalement, il monte en puissance dans les sondages 15 jours avant. Là, c'est 1 an avant. Et il est donc dans la marge d'erreur, en capacité de se qualifier au second tour et de faire face au Rassemblement national. Et puis le troisième enseignement, c'est que donc Jordan Bardella est vainqueur, peu importe le cas de figure, au second tour et devient président de la République 1 an avant, évidemment, avec toutes les précautions d'usage. On écoute juste Mathilde Panot de la France Insoumise. Et je vous passe la parole, François Coq, Laetitia, Éric. Et vous remarquerez une ambiance de travail aujourd'hui qui est assez agréable, puisque vous avez probablement vu ce sondage qui place Jean-Luc Mélenchon à 16 points, c'est-à-dire à plus 4 points par rapport au dernier sondage Odoxa. Et si nous ne croyons pas évidemment au sondage, nous ne pouvons pas nous empêcher de remarquer que le dernier sondage Odoxa qui donnait Jean-Luc Mélenchon à cette hauteur-là en 2022 était 3 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, qu'il s'était trompé de 6 points puisque nous avions fait 22%, et que donc on peut se demander à 11 mois des élections présidentielles ce que ça veut dire d'être à ce niveau-là sur le score final que nous ferons. En tout cas, même les sondages n'arrivent pas à cacher la dynamique que nous avons. Et évidemment que nous déployons aussi dans cette Assemblée nationale pour montrer ce que nous ferons lorsque nous serons au pouvoir. François Coq, c'est une surprise ou pas, cette solide position numéro 3 de Jean-Luc Mélenchon, avec, comme il a dit, tout est au carré chez nous, tout est prêt? Ce sondage va faire parler, et il est fait pour ça. D'abord, il va faire parler par le score de Jean-Luc Mélenchon, qui est un score effectivement très élevé. Attention quand même à ce que ce ne soit pas un cadeau empoisonné pour Jean-Luc Mélenchon, qui a l'habitude d'être assis sur un socle extrêmement fort et puis d'être propulsé dans la dernière partie de campagne en ayant évincé dans un premier temps ses adversaires et puis en bénéficiant du vote utile. Là, il commence très haut et donc il ne va plus être dans la position d'outsider, qui est sa position privilégiée, qui est celle avec laquelle il a fait les campagnes de 2012, 2017 et 2022. Ça, c'est le premier point. Mais son score extrêmement élevé pose un problème à certains autres candidats. Raphaël Glucksmann, d'abord, qui lui patauge toujours autour de 11% et qui va être obligé d'accélérer son calendrier. Je crois qu'il est invité d'un journal télévisé ce soir. Il serait peut-être bien inspiré de se dire qu'il faut qu'il accélère son calendrier et qu'il se déclare rapidement, ou qu'il le fasse au pire lors du meeting du 13 juin qu'il a prévu. Faute de quoi, il risque très vite de disparaître du paysage. Et puis, après, ça a des conséquences au-dessus du côté du bloc central. Et de ce point de vue-là, alors, certes, il y a le décrochage d'Édouard Philippe qui n'est pas vraiment une surprise, parce qu'il avait déjà décroché il y a quelques mois, il y avait eu une espèce de sursaut au moment des municipales, mais quand les courbes font un peu le yo-yo comme ça, c'est que c'est pas vraiment solide. Mais je disais que ce sondage va faire parler, mais il faut quand même se poser la question, quel drôle de sondage quand même, puisqu'il n'y a qu'une seule hypothèse qui est testée, que monsieur Philippe, mais pas monsieur Attal. Et donc, d'une certaine manière, à qui profite le crime? Qui a pu commander ce sondage et quel message voulait-on envoyer? Celui sans doute de la faiblesse d'Édouard Philippe, qu'il pourrait y avoir potentiellement une inversion des courbes, qui est un danger Mélenchon et que donc, peut-être que d'autres alternatives pourraient être trouvées dans le bloc central. Écoutons Gérald Darmanin, lui qui parie pour l'instant sur Édouard Philippe. Écoutons le garde des Sceaux. Je pense qu'il faut un seul candidat. Aujourd'hui, le mieux placé, c'est Édouard Philippe. C'est à lui de nous rassembler. C'est à lui de montrer qu'il est capable de rassembler des tendances. Qu'est-ce qui lui manque?
On sent que quand vous dites c'est le mieux placé, vous dites bon bah voilà, t'es le meilleur, mais enfin t'en fais pas encore assez. Mais il faut qu'il nous montre son envie d'être président de la République. Je le connais personnellement, je sais qu'il a cette envie, mais qu'il le montre aux Français. Je suis de droite sociale. Il faut que notre candidat, j'espère Édouard Philippe, rassemble ses tendances, nous dise quel projet positif il veut pour les Français. Et je pense que dans ces cas, nous pourrions tous soutenir quelqu'un comme Édouard Philippe. Mais il faut qu'il le fasse et qu'il tende la main. Rapidement, Éric Nolot, Laetitia, Louis. Il y a beaucoup d'enseignements. D'abord, ce n'est pas vraiment une surprise parce que l'heure est à la polarisation. Donc, à droite et à gauche, on va aux extrêmes. Donc, d'un côté, le RN et de l'autre côté, LFI. Ensuite, en effet, eux, ils sont au carré parce que comme il n'y a pas de désignation interne, il n'y a pas de vote, il n'y a pas d'adhérents, donc ça va assez vite. Le RN... Il y a eu une réunion, nous a dit Jean-Luc Mélenchon, où ils sont tous tombés d'accord pour lui. Oui, à la surprise générale. Nous sommes extrêmement surpris. Au RN, il y a une incertitude, mais enfin, ils ont quand même un peu prévu. Le bloc central, c'est très compliqué, surtout quand il n'y a plus de candidats maintenant qui s'imposent par rapport aux autres. Après, il y a un autre phénomène, c'est M. Glucksmann. Ceux qui sont tentés de voter pour lui, une partie va dire écoutez, M. Mélenchon est à 1% du deuxième tour, donc moi je préfère déporter mon vote, le fameux vote utile, sur M. Mélenchon. Donc ça va plutôt dans son sens. Et là, vraiment, les deux grands perdants, c'est Édouard Philippe et Glucksmann, vraiment. Et puis il manque un scénario. Édouard Philippe, il lui manque Gabriel Attal qui l'a dans les pattes. Et Raphaël Glucksmann, il lui manque juste François Hollande qui a très envie d'y aller, qui est redevenu député rien que pour ça. Donc évidemment qu'il faudrait aussi tester François Hollande. Et j'aimerais bien savoir comment d'ailleurs le PS va départager Glucksmann et Hollande, qui sont tous les deux aussi impopulaires l'un que l'autre, auprès d'Olivier Faure, qui reste jusqu'à ce jour le premier secrétaire du Parti socialiste et qui aura forcément son mot à dire sur la désignation et l'étiquette PS qu'il donnera à tel ou tel candidat. Absolument. Et ça aura une influence aussi sur le score que fera Jean-Luc Mélenchon, parce qu'évidemment c'est ça aussi. Là, ça peut même l'arranger. Sans le Parti socialiste. Pas sûr, parce que Hollande c'est quand même un grand compinard. Je dirais. Donc il a une capacité de nuisance. Pas seulement pour Glucksmann, mais aussi pour Jean-Luc Mélenchon. Après, il y a deux choses qui sont intéressantes dans ce sondage. C'est vrai qu'il manque effectivement le testing du Parti socialiste, parce qu'on n'est même pas sûr encore que ça soit François Hollande, mais il manque aussi Gabriel Attal. Ce qui est intéressant, c'est le répulsif. Parce que, en fait, dans le répulsif, dans le sondage de Doxa, ils n'ont pas seulement testé ce qu'on préfère, mais ils ont testé aussi ceux qu'on déteste le plus, ceux pour lesquels on ne voterait jamais. Et paradoxalement, Jean-Luc Mélenchon a encore pris 3 points. Donc il est à 69%. Donc en fait, il est à 16%, mais en fait, c'est toujours plus en fait la personne pour laquelle les Français ne voteraient absolument pas. En revanche, dans ce répulsif aussi, ce qui est intéressant, c'est que Jordan Bardella en fait descend en dessous des 50%. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a plus de front républicain pour Jordan Bardella. Il y en a un encore, parce qu'ils ont testé aussi Marine Le Pen. Elle est à 51, je ne sais plus. Elle, il y a encore un front contre elle. Mais Jordan Bardella, donc, apparemment, selon ce sondage, en fait, est un présidentiable qui ne construit pas contre lui une majorité des Français, ce qui explique aussi peut-être que si on le teste face à Édouard Philippe, on peut le donner victorieux. Reste à savoir si il est face à Gabriel Attal ou d'autres. Voilà. C'est clair. Mais Louis, on est quand même à 1 an de la présidentielle. Les Français n'ont pas la tête à ça. On va parler de pouvoir d'achat dans un instant. C'est ça qui les préoccupe. Ils ont quelle valeur, ces sondages ? Mais écoutez, vous avez raison. Et en même temps, je vois notamment Jordan Bardella. Il n'y a pas un sondage depuis plus d'1 an et demi où le candidat du RN fait en dessous de 30%. Les autres, on les a vus monter, descendre. C'est des courses de petits chevaux. Mais le vote RN est un vote extrêmement solide. La deuxième chose, c'est que moi, ce que je vois notamment dans le score de Jean-Luc Mélenchon est une confirmation de ce qu'on pense, c'est que le vote Jean-Luc Mélenchon est sous-estimé, était sous-estimé. Et puis par ailleurs, il faut voir, si on regarde d'un point de vue de l'électeur LFI, l'électeur Mélenchon, il y a une vraie dynamique autour de Jean-Luc Mélenchon. Il y a la construction d'un récit autour de la Nouvelle-France. En fait, il y a un vrai projet de société qui est proposé par Jean-Luc Mélenchon. Et je peux opposer, par exemple, cette dynamique avec l'absence de dynamique d'Édouard Philippe. Édouard Philippe, je pense que vous demandez à des gens dans la rue, est-ce que il y a une idée que vous associez à Édouard Philippe ? C'est extrêmement difficile de dire, voilà, pour moi, Édouard Philippe s'est associé à telle ou telle mesure. Oui, mais pour ceux qui le savent, c'est-à-dire que ça passe. Le problème, Laurence, c'est que pour l'instant, ce que dit Édouard Philippe ne passe pas le mur du son, et c'est ce que dit avec ces mots Gérald Darmanin. Et ensuite, pour terminer, c'est ce qui est, enfin vraiment moi ce que je trouve le plus fort, c'est que Édouard Philippe Jordan Bardella fait un score au premier tour 2 fois supérieur à celui qui le suit derrière lui. C'est une distance qui est énorme. Dernier mot sur cette politique. On vient d'apprendre, François Coq, que dans l'affaire des assistants parlementaires de LFI, parce que c'est une affaire qui a touché tous les partis politiques, eh bien les juges ont décidé de clôturer l'instruction sans aucune mise en examen. Est-ce que ça vous étonne quand on voit ce qui est tombé sur la tête des autres partis ?
Non, ça ne m'étonne pas. Ça veut dire que simplement la France insoumise a pris ses précautions dans la manière de faire. Moi, vous savez que les assistants d'un député européen travaillent sur la politique nationale. Je trouve ça normal parce que vous êtes député européen, vous suivez et vous avez votre engagement au Parlement européen sur des sujets qui sont traités au Parlement européen, mais qui doivent être en lien avec l'endroit dont vous êtes issu et donc avec votre territoire. Donc que les assistants parlementaires travaillent sur l'actualité politique nationale, c'est quelque chose qui est normal. Et c'était donc le cas au MoDem, c'était le cas au Rassemblement national et c'était le cas à la France insoumise. Simplement, la France insoumise avait, au regard de ce qui vient d'être dit, je suppose, pris ses précautions pour que ce soit hermétique dans la manière dont les choses sont faites et que les assistants parlementaires de la France insoumise travaillent exclusivement au service du député européen et pas au service du parti. Bon, voilà, pas de mise en examen du côté de la France insoumise pour cette affaire des assistants parlementaires qui coûtent très très cher au Rassemblement national et à Marine Le Pen. Parce qu'on en parlait à l'instant avec Éric Nolot sur la désignation du candidat à l'élection présidentielle qui aura lieu le 7 juillet. C'est le nouveau format qui existe, c'est la primaire où seuls les magistrats peuvent voter. Et où donc c'est la primaire où on départage les deux candidats via le biais des magistrats. Et où les instituts de sondage non seulement ne testent pas M. Attal ou M. Darmanin, mais ne testent pas non plus Mme Le Pen en faisant comme si... Exactement, elle était déjà disqualifiée. Et ensuite, il y avait 3 affaires, donc le MoDem, on se souvient que ça s'est terminé favorablement pour François Bayrou, mais que le parquet a fait appel. Donc l'ancien maire de Pau, l'ancien Premier ministre va y repasser en seconde instance. Le RN, on a la réponse le 7 juillet. Et donc, effectivement, la France insoumise, moi j'entends tout à fait ce qu'a dit François Coq, je me garderais bien de parler du dossier sur le fond auquel je n'ai pas accès par définition, mais évidemment que le sentiment d'une justice politique très dure avec Marine Le Pen et le Rassemblement national, un peu moins avec François Bayrou et le MoDem, et beaucoup moins avec la France insoumise, peut alimenter le sentiment que les Français ont d'une justice politisée, orientée, qui n'est pas forte avec tout le monde de la même manière. Et d'ailleurs, en parlant d'Édouard Philippe, ça n'a pas dû l'aider, les informations de la semaine dernière et les enquêtes ouvertes du PNF, le parquet national financier, qui s'intéresse aussi à Dominique de Villepin, donc dans le sondage dont on vient de voir le résultat. Allez, petite pause, on se retrouve dans un instant, on va parler de pouvoir d'achat et puis on reviendra aussi sur cette terrible affaire à Rennes, un enfant de 11 ans qui avait été retrouvé étranglé. Les 2 adolescents qui étaient en garde à vue de 16 et 15 ans auraient voulu se venger pour du matériel de pêche. On va écouter le procureur dans un instant, à tout de suite. Sur CNews et Europe 1, on accueille Nicolas Bouzou. Bonsoir, mon cher Nicolas. On va parler avec vous de pouvoir d'achat, votre livre Le Sursaut. Avant cela, l'actualité s'impose à nous. On va écouter le procureur de Rennes qui revient sur cette horrible affaire. Un enfant de 11 ans qui a été retrouvé tout près du fleuve la Vilaine avec une serviette mouillée autour du cou. Bien, les 2 adolescents qui sont soupçonnés de l'avoir tué par étranglement ont expliqué pourquoi. On écoute le procureur. Le jeune homme mis en cause a rencontré Théo, qu'il ne connaissait pas auparavant, la veille du drame. Ils ont pêché ensemble dans la Vilaine, on était donc samedi, et ont prévu de se retrouver le lendemain pour une nouvelle partie de pêche. Les 2 mis en cause admettent s'en être pris à Théo, et notamment l'avoir étranglé. Puis ils ont pris la fuite en emportant le matériel de pêche et les affaires de Théo, qui ont été retrouvées à leur domicile respectif au cours des perquisitions. Ils affirment s'en être pris à Théo pour se venger et pour récupérer des leurres de pêche d'une valeur de quelques dizaines d'euros que Théo leur aurait pris. Théo avait quant à lui spontanément indiqué à ses parents la veille que le jeune qu'il avait rencontré lui avait donné ces leurres. C'est terrifiant, c'est glaçant, Éric Nolot. Mais là, ça défie le commentaire parce qu'on lit ça dans des romans policiers qui veulent faire dans le sordide, dans un simulant. Mais là, dans la réalité, je ne comprends pas. Parce que on comprend qu'il puisse y avoir une embrouille, mais ce passage à l'acte... là, sur un enfant de 11 ans. Sur un enfant de 11 ans, de le tuer. Alors, je ne reviens même pas sur le motif qui est au-delà du dérisoire. Écoutez, moi, je ne sais pas... À chaque fois, je me dis qu'on évacue peut-être trop facilement la notion de mal. Je pense que le mal existe avec un M majuscule et qu'il
il se manifeste de temps en temps. Je ne vois pas d'autres explications. Je Bien comprends sûr. pas. Non. On n'a pas grand-chose à ajouter, mon cher Gauthier, si ce n'est de penser à la famille de ce jeune homme, de ce jeune de 11 ans. Voilà. On avance. On va évoquer le pouvoir d'achat parce qu'on parlait de sondage politique, cher Nicolas Bouzou, avant que vous n'arriviez. Mais et je pense qu'un des vrais sujets de crispation pour les Français, c'est le pouvoir d'achat. On est dans des temps compliqués pour les Français. Est-ce que vous pensez que ça va se cristalliser là-dessus encore sur l'année qui arrive de campagne? Pouvoir d'achat, sécurité, qu'est-ce qui va arriver en premier? J'en suis absolument persuadé, mais je m'étonne même qu'on n'en ait finalement pas tant parlé que ça ces dernières années, parce que, déjà aujourd'hui, on a un pouvoir d'achat qui baisse globalement en France, en tout cas pour les salariés. Alors, c'est pas vrai qu'en France, c'est vrai dans quasiment tous les pays européens. Aujourd'hui, on voit que les prix vont un peu plus vite que les salaires, donc on a une vraie baisse de pouvoir d'achat qui n'est pas une vue de l'esprit. Mais si je prends un peu de recul sur la France, on voit que les salaires, corrigés de l'inflation, ont été très peu dynamiques ces dernières années, et que si je veux même, ce qui n'est pas dans mon habitude, je ne noircis pas le trait, mais enfin, si on veut regarder les choses lucidement, la France, quand on regardait les pays de l'OCDE, était traditionnellement un pays qui était quand même un pays où les salaires étaient élevés. Et on voit qu'on a vraiment baissé de catégorie. C'est-à-dire qu'on est devenu un pays où les salariés ont des revenus moyens par rapport à l'ensemble des pays de l'OCDE. Alors c'est très inquiétant, mais je fais quand même le lien avec, parce que je vous ai... écoutez attentivement dans l'éloge avant d'entrer quand vous évoquiez la question des sondages. Moi, je pense quand même qu'il est temps de demander aux candidats leur programme économique de façon précise, pas des programmes économiques du type, moi chez mes amis, on va baisser la dépense publique, à gauche, on va augmenter les salaires. Tout ça, c'est sympathique, mais ça n'a absolument aucun sens. Donc, qu'est-ce qu'on fait de façon précise? Les salaires sont distribués par les entreprises. Les entreprises françaises, aujourd'hui, elles ne vont pas suffisamment bien. Alors, ces dernières années, tout le monde a tapé sur les entreprises. Évidemment, tout le monde a considéré que les entreprises, grosso modo, c'était un portefeuille dans lequel on pouvait prendre pour boucler le budget de l'État. Non, quand est-ce qu'on a une discussion sérieuse sur la compétitivité des entreprises, la réindustrialisation, la question des salaires, la question de la formation? Bon, moi, j'ai plein d'idées, on en a tous. Mais en tout cas, il me semble que c'est un sujet d'exigence. Et là, c'est un peu le rôle des médias et de la presse de mettre un peu tout le monde au pied du mur. On met la pression un peu sur eux, allez. Oui, je vais même d'ailleurs pousser la provocation un peu plus loin, si vous me le permettez, mais je l'avais déjà fait sur votre plateau. Mélenchon, comme vous savez, c'est pas mon truc. C'est des idées que je déteste à tout point de vue. Ouais, mais il a un programme détaillé. Eh oui. Et les gens voient un peu ça quand même. Moi, je pense que tout est horrible et je combats tout. Mais il y a quelque chose. Nicolas Bouzou. Il faut que les autres candidats aient quelque chose d'aussi précis. Gauthier Lebret. Il y a le pouvoir d'achat qui baisse et il y a le chômage qui augmente. Record depuis 5 ans, 8,1% au premier trimestre. Ma question, elle est toute simple. Sur quoi Emmanuel Macron, puisqu'il avait fait sa dernière campagne présidentielle en disant « Vous avez vu, le chômage, on m'en a pas parlé. En 2022, j'ai réglé le problème du chômage. » Sur quoi, économiquement, il aura réussi? Et on va parler de l'électrification dans un instant, parce qu'il en a parlé aujourd'hui. Oui, absolument. Non, je pense que la politique de la première partie du quinquennat, grosso modo, était la bonne. Du premier quinquennat. Du premier quinquennat. C'est-à-dire la politique qui consiste à dire, grosso modo, on baisse les impôts sur les entreprises, on normalise la fiscalité sur le capital, on assouplit un peu le marché du travail. Je pense que tout ça, c'était bien. Sauf que ça n'a pas continué au début du deuxième quinquennat. Et puis, ça a même, on est là, enfin, on est en partie, en tout cas, revenu là-dessus depuis la dissolution. Donc, je pense qu'il y a un immense oublié, quand on fera le bilan de la politique économique d'Emmanuel Macron, un immense oublié, c'est la question des finances publiques, qui n'a pas du tout été traitée. On le voit bien aujourd'hui et on le paye aujourd'hui. Mais je pense que la politique... 1 000 milliards de plus. Voilà, mais je pense que la politique pour les entreprises, elle allait dans la bonne direction. Et ce qui m'inquiète un peu d'ailleurs, c'est que je ne voudrais pas qu'on passe par pertes et profits tout ce qui a été fait ces dernières années. Parce que, mais il y a des indicateurs qui ne mentent pas. Le pouvoir d'achat qui baisse, le chômage qui augmente. C'est plus du commentaire, c'est factuel. Je peux ajouter, je vais être plus dur que vous, je peux ajouter les faillites d'entreprises qui sont à un niveau record. Les délocalisations. Oui, mais je ne voudrais pas qu'on utilise ça pour dire, au fond, on a vu que essayer d'avantager les entreprises ou de donner davantage de moyens aux entreprises, c'était la mauvaise politique. Non, je pense que c'était la bonne politique, sauf qu'elle n'est pas allée assez loin et on est revenu dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, Nicolas Bouzou, on va écouter Emmanuel Macron parce qu'il a tenu une conférence de presse sur l'électrification du pays. On en parlait avec François Coq, c'est vraiment des plans pluriannuels. Il s'y prend un petit peu au dernier moment, mais c'est pas grave, il est toujours temps de réaliser les choses. Écoutez, il appelle à la mobilisation collective pour l'électrification du pays.
C'est vous qui portez les solutions, ce sont les Français qui choisiront. Et donc, je crois à cet égard qu'il faut leur faire confiance, mettre en capacité d'avoir cette mobilisation collective sur les usages et rendre le passage à l'électrique, en quelque sorte, naturel et désirable, parce que c'est bon pour le pouvoir d'achat, c'est bon pour la compétitivité, c'est bon pour l'indépendance du pays. François Coq, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est bon pour le pays? Que de temps perdu. Monsieur Macron, plutôt que de défendre les intérêts de la France, nous a parlé pendant des années de souveraineté européenne. Ce faisant, il s'est calqué sur l'agenda économique de l'Allemagne, dont les intérêts lui sont propres, et ils sont souvent divergents des intérêts français. Et les Allemands assument tout à fait de faire des choix qui sont contraires à nos intérêts. Et donc, M. Macron a annonné pendant des années souveraineté européenne, souveraineté européenne, souveraineté européenne. Il n'a bien sûr pas eu gain de cause. Il se réveille à 1 an de la fin de son mandat en se disant il faut reprendre les choses en main. Sauf que le matériel pour rentrer dans cette politique d'électrification, nous l'avions en France avec le nucléaire, nous l'avons encore en grande partie, mais que de temps perdu, que d'énergie, c'est le cas de le dire, galvaudée, et mise à disposition de ceux qui nous font la guerre économique. Monsieur Nicolas Bouzou, il faut, oui, mais il est un peu tard en fait, il faut y aller, mais c'est un peu tard. Alors, je vais peut-être dire quelque chose d'un tout petit peu dissonant. Allez-y. Si vous m'autorisez. Électrification, bon pour le pouvoir d'achat, oui, mais si on regarde attentivement les chiffres, l'électrification, ça va quand même avoir un coût. Parce que j'ai un peu l'impression que sur le nucléaire, en fait, on essaie de rattraper le temps perdu. C'est-à-dire que la France était le grand pays du nucléaire. On a évidemment, comme vous l'avez très bien rappelé, perdu énormément de temps. Et là, il y a un excès de zèle dans l'autre sens, un peu comme si, alors là, on voulait tout rattraper et on électrifie tout, etc. Très bien, je suis à fond pour l'électrification. Je dis juste, attention, tout ceci coûte très cher. Et donc, je préférerais que, plutôt que de dire on va tout électrifier, on va aller super vite à l'horizon 2030, etc., voilà, on regarde très attentivement le coût que ça représente. Et si c'est 2032, 2033 et pas 2030, voilà, il n'y a pas péril en la demeure. Parce que tout ça, les EPR, moi je suis à fond pour, hein, c'est super bien. Hein, mais... Non, mais ça va coûter cher. Voyez, et puis surtout que ce ne soit pas simplement aux Français de le payer. C'est-à-dire que si on reste dans le marché européen de l'électricité, les Français vont payer pour la mise en œuvre de ces nouvelles centrales et de ce nouveau matériel producteur d'énergie électrique. Mais le marché européen de l'électricité fait que ça va bénéficier en grande partie aux pays qui nous entourent, et d'abord l'Allemagne que je rappelais il y a un instant. Mais l'Allemagne paye la dette de la France. À un moment donné, il faut effectivement aussi penser que sur l'électrique, la France a fait un peu moins faux que l'Allemagne. L'Allemagne, comparons-nous, la France, l'Allemagne est sortie, elle, du nucléaire, elle s'est vue couper le gaz russe et le pétrole russe. Simplement, les Allemands sont les Allemands. C'est-à-dire que eux et leur pouvoir d'achat, alors il a infiniment plus baissé que celui des Français. Sauf qu'effectivement, eux, ils relancent la machine et puis ils râlent un peu moins. Et c'est vrai que les Français, le pouvoir d'achat baisse, mais d'abord, c'est un des pays où les subventions sont les plus fortes dans l'espace économique européen. Le pouvoir d'achat a moins, l'inflation a moins monté que dans tous les autres pays européens. Je dis pas que tout va bien, mais il faut un tout petit peu quand même se comparer et pas oublier aussi que quand même, c'est pas rose ailleurs et que même pour l'effort, encore une fois, les Allemands, eux, ils ont un immense effort à faire qui concèdent de faire. Nicolas et Gauthier après. En fait, si je regarde les choses attentivement, c'est les salaires aujourd'hui, donc c'est vraiment les gens qui travaillent, c'est les salariés qui sont en difficulté. Et l'un des grands sujets aussi qu'on doit aborder, un sujet vraiment de fond, important et passionnant, c'est de se dire, mais au fond, on a une dépense sociale en France qui est la plus élevée du monde, rapportée à la tête de notre économie, qui a continué de beaucoup monter ces dernières années. Et on voit bien quand même qu'elle a fonctionné avec des rendements extrêmement bas, puisqu'on a une pauvreté qui augmente et parce que les salariés aujourd'hui perdent. Nicolas, je pense que ça répond à la question que vous posiez tout à l'heure. Vous disiez pourquoi est-ce que les candidats de centre et de droite globalement ne travaillent pas sur leur programme économique ? Précisément parce que toutes les promesses, moi je crois vraiment que ce que Emmanuel Macron montre, c'est un excès de zèle de parole, parce que derrière ça ne suit comme d'habitude pas du tout. Moi j'ai discuté avec un certain nombre de personnes qui travaillent dans le secteur de l'énergie. Ils vous disent qu'il n'y a pas le début du commencement d'une commande qui arrive vraiment, parce que derrière, ce sont des paroles qui ne sont pas financées. Et je pense qu'en fait, Emmanuel Macron a d'une certaine manière discrédité, détruit la parole publique des leaders de droite et du centre en matière économique, parce que ça fait des années et des années que les gens de droite, plutôt de centre-droit, plutôt libéraux, avec certaines nuances, voilà, en fait, choisissent un programme et sont toujours déçus. Donc les gens en fait finissent par se dire, eh ben, avec Emmanuel Macron, on a eu J'entends parfaitement cet argument. On a eu la nausée, on a soupé de ces programmes économiques. Et je termine simplement avec un mot, c'est que ça fait
plusieurs élections présidentielles qu'à chaque fois, moi, on me dit le pouvoir d'achat sera au cœur de la campagne présidentielle et à chaque fois, c'est un autre sujet qui s'impose. Nicolas Bouzou, j'entends parfaitement vos remarques, mais c'est la raison pour laquelle je crois qu'on doit avoir une exigence par rapport au grand théâtre. Édouard Philippe, il baisse dans les sondages, mais son programme massif, etc., on ne l'a toujours pas. Je veux dire, à chaque fois, il nous explique le programme devient de plus en plus massif, on l'a de moins en moins. C'est quand même un vrai sujet. Rassemblement national, pardonnez-moi, je vous ai écouté ce matin Sébastien Chenu, qui est quelqu'un pour qui j'ai de la considération, mais je ne comprends toujours pas, pardonnez-moi, entre le RN du Nord socialiste et le RN du Sud libéral, la synthèse, moi, je l'ai toujours pas comprise. Sur la question des retraites, j'ai toujours pas compris. Je prends des candidats qui sont à des niveaux très élevés, enfin des partis qui sont à des niveaux très élevés, donc qui sont vraiment en position de gouverner demain. Donc il faut vraiment là qu'on sache. Dernière question, Gauthier. Sur le Rassemblement national, Marine Le Pen s'est quand même qualifiée en 2022 sur la question du pouvoir d'achat, laissant les thématiques migratoires et sécuritaires et identitaires à Éric Zemmour. Donc elle a quand même porté la question du pouvoir d'achat. Et sur Emmanuel Macron, par rapport à ce qu'on vient d'entendre, c'est quand même l'homme qui a acté la fermeture de Fessenheim avec Édouard Philippe, Premier ministre à l'époque, et il avait comme ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot d'abord, Elisabeth Borne ensuite, avec des archives qui sont d'une cruauté pour eux absolument invraisemblable. Il y a eu une commission d'enquête sur le nucléaire, même chose, d'une cruauté très sévère, notamment pour François Hollande et son accord avec les écolos. Et puis Emmanuel Macron, à la dernière campagne présidentielle, donc il y a 4 ans, il nous dit quoi ? On va ouvrir plein de petites centrales partout en France. On s'est trompé sur le nucléaire, plein de petites centrales. Vous êtes au courant d'une centrale qui va ouvrir dans les prochaines semaines qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce que nous ont dit les patrons d'EDF ? On a recruté et formé des gens, des ingénieurs au démantèlement de centrales, pas à la construction d'autres. Voilà ce qu'on a payé. Le sursaut est possible en 30 secondes, Nicolas Bouzou. Ah mais attendez, j'en suis absolument persuadé. Vous remettez un peu d'ordre dans les finances publiques, vous faites un grand plan de libéralisation, de suppression des normes. Mais l'économie française, mais vous allez... non mais je le dis pas par bien-pensance, je vous le dis parce que j'y crois. Mais vous allez voir ce que vous allez voir. Vraiment. Écoutez, l'éternel sursaut, en tout cas, on est ravis de vous avoir accueilli. Merci Nicolas Bouzou. Merci à vous tous, François Coq, Laetitia Guinan, Gauthier Lebret, Louis Dragnel, Éric Nolot.